Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste pour une émission consacrée aujourd'hui à l'art bouddhique d'Asie centrale. Au 1er siècle de notre ère, le bouddhisme s'est développé dans une région immense reliant l'Extrême-Orient à l'Europe, via les voies qu'on a appelées les routes de la soie. C'est là-bas, aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan, non loin de l'Inde, que seraient apparues les premières statues anthropomorphiques de Bouddha, dans un métissage incroyable de cultures. Cette région du Grand Gandhara abonde de vestiges bouddhiques, des stupas à profusion, des monastères creusés dans les montagnes, des reliefs retraçant la vie de Bouddha, de nombreuses traces que la France a contribué à fouiller et à conserver en vertu d'un accord archéologique conclu il y a 100 ans. C'est au musée Guimet à Paris que cette collection unique en Europe est visible. Et ce matin, le réalisateur Michel Bollez vous emmène la visiter. Voici son très beau film. Cette région qu'on appelle le Gandhara correspond au nord-ouest du Pakistan actuel, grosso modo le bassin de Peshawar, la région de Taxila, pour mentionner une ville qui a été un grand centre commercial et un site archéologique extrêmement important. Mais l'art bouddhique que l'on trouve dans cette région s'est en fait développé sur un territoire qui est beaucoup plus vaste que cette seule région du Gandhara et qui couvre une grande partie du territoire du Pakistan actuel, de l'Inde actuelle, du nord de l'Inde actuelle, de l'Afghanistan actuel et même déborde sur le territoire de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan actuel. Donc une zone géographique qui est extrêmement étendue. On y trouve un art bouddhique qui est assez particulier et qui, justement, se ressent du caractère de creuset culturel et de point de rencontre culturelle qu'a été toute cette région au cœur de l'Asie. Cet art bouddhique, quand on le voit au premier coup d'œil, ce qui frappe, c'est un côté assez occidental. D'où cette expression d'art dit gréco-bouddhique, qui a été utilisée par Alfred Fouché dès le milieu des années 1910. Mais aussi bien ce terme d'art gréco-bouddhique que le terme de art du Gandhara, c'est assez réducteur, puisque en fait, on trouve cet art sur une zone qui est beaucoup plus vaste. On parle des premiers siècles de notre ère. On peut mentionner le souverain couchant Kanishka Ier, qui est un fervent défenseur de la cause bouddhiste. Et les vestiges que l'on a sont au moins du IIIe siècle jusqu'au 8e, 9e siècle de notre ère. On trouve des monastères, c'est-à-dire en fait des ensembles architecturaux composés d'un bâtiment où habitaient les moines et puis d'un ensemble cultuel constitué d'une cour avec des stupas. Cette architecture bouddhique est construite en briques de terre crue et en parsa, c'est-à-dire une sorte de pisé. Une fois mise au jour, si elle n'est pas entretenue ou si elle n'est pas recouverte par une protection, un toit, elle a tendance à s'effriter, à couler du fait ne serait-ce les intempéries, la neige, la pluie, le vent. Et donc tous ces vestiges en fait disparaissent petit à petit. Alors une localisation de choix pour cette iconographie bouddhique narrative, ce sont les parties basses des stupas. Un stupa, c'est un monument reliquaire que l'on trouve très anciennement en Inde, qui va se retrouver rattaché
très spécifiquement au bouddhisme, qui est un monument plein, donc base circulaire ou carrée, grande partie hémisphérique qu'on appelle l'œuf, le tout étant transpercé par un pilier surmonté de parasols. C'est un reliquaire. Il y a théoriquement toujours une relique à l'intérieur d'un stupa, relique du Bouddha, relique de l'un de ses disciples, relique d'un grand religieux. Et à côté des grands stupas monumentaux, vous pouvez avoir, et il y en a profusion au Gandhara, sur le territoire de l'Afghanistan actuel, du Pakistan actuel, des quantités et des quantités de petits stupas votifs. Alors, c'est donc sur les parties basses de ces stupas que vont se trouver des reliefs narratifs. Source d'inspiration, ça va être évidemment des épisodes de vies antérieures du Bouddha, certaines étant plus populaires que d'autres dans la région, et les épisodes de la vie du Bouddha historique Shakyamuni, dont on a toute une série d'exemples ici. On est à l'épisode de la naissance du futur Bouddha. Vous avez plusieurs scènes de prédication à un roi Naga et sa famille ici. Là en haut, des scènes de prédication et dans la partie supérieure, une scène d'adoration au bol à aumône du Bouddha. Cycle de la mort ici, avec le Mahaparinirvana qui est représenté. Et en dessous, la scène du partage des reliques et les différents représentants des royaumes qui étaient prêts à s'entretuer pour récupérer les reliques du Bouddha, et certains des représentants qui repartent avec la part qu'ils ont eue des cendres du Bouddha. Guimet a une histoire, c'est ce qu'on montre évidemment dans cette exposition, et il se trouve que la France, à la demande en fait du roi d'Afghanistan, met sur place en fait l'organisation de l'archéologie en Afghanistan. Ça a lieu en fait en 1922. C'est donc l'année où on crée ce qu'on appelle la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan. Et à partir de ce moment-là, et quasiment jusque dans les années 70, on a procédé à un partage de fouilles. Alors, on n'est évidemment pas allé prélever des œuvres, on n'a rien découpé, bien entendu. Ce qui a été ramené et partagé entre le musée de Kaboul et le musée Guimet à Paris, ce sont en fait les œuvres qui étaient soit détruites, soit parcellaires, etc. Je dirais qui étaient souvent à l'état de fragments déjà dans les grottes. Qui sont les acteurs en fait de cette archéologie, je dirais la plus ancienne, en particulier dans les années 30, un personnage évidemment fondamental pour le musée Guimet, qui est Joseph Aquin. Joseph Aquin, c'est le directeur du musée, qui va en fait être une sorte d'homme orchestre, à la fois directeur de la DAFA, directeur du musée Guimet, à un moment en poste à la maison franco-japonaise à Tokyo. Et il va, avec sa femme Ria, qui le suit, l'accompagne et, je dirais, fait plus que le seconder dans son aventure archéologique, partir avec quelqu'un qui ne les quitte jamais, qui est Jean-Carl, architecte de formation, comme eux deux également d'origine luxembourgeoise. Et Jean-Carl va mettre au point une technique de relevé je dirais assez chargé. On a l'impression qu'il y a une matière de charge, comme s'il cherchait à reconstituer l'aspect des fresques. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que du coup, on a quelque chose qui est assez mat et qui restitue extrêmement bien, en fait, ces peintures. C'est pourquoi nous avons un certain nombre d'effigies bouddhiques, beaucoup acéphales, parce qu'il y a déjà évidemment des destructions anciennes en fait sur ces à la fois sculptures et aussi peintures. Et puis des choses assez bouleversantes qui sont trois grandes mains effectivement de Bouddha, une qui a conservé énormément de traces d'or, et peut-être en fait le fragment d'un parinirvana, donc d'un Bouddha couché, hein, d'une représentation de l'éveil. Voilà. Une très
très belle pièce de la collection gréco-bouddhique ici au musée Guimet est le Bouddha du grand miracle de Shravasti qui se trouve ici. C'est une pièce de fouille en fait. Donc on a le témoignage des fouilleurs qui l'ont sorti de terre et qui expliquent que quand il est sorti, il était véritablement lumineux puisqu'il avait encore toute sa dorure. Mais malheureusement, le contact brutal avec l'air sec a fait très vite se désagréger cette dorure et il ne reste plus qu'à quelques petits endroits d'infimes traces de cette dorure. Le grand miracle de Shravasti, qui est un des grands miracles de la vie du Bouddha, il s'élève dans les airs, fait jaillir des flammes de ses épaules et de l'eau de ses pieds et fait surgir autour de lui 1000 Bouddhas tournoyant dans les airs. Et c'est un épisode qui a aussi une postérité importante parce que quand vous retrouvez en Asie centrale et que vous avez des sites, notamment des sites rupestres, qui s'appellent « Sites des 1000 Bouddhas », et quand vous regardez, vous recherchez un peu l'histoire de l'origine de ces sites des 1000 Bouddhas, souvent, on trouve un épisode où un religieux, par exemple, est arrivé là et puis un soir, lui sont apparus 1000 Bouddhas contre la falaise et ce religieux s'est arrêté, estimant que c'était un signe qu'il devait établir un monastère à cet emplacement. À côté de l'image du Bouddha, on a les représentations de Bodhisattva dans l'art du Gandhara. Donc c'est un futur Bouddha. On entend dans le terme bodhisattva la même racine sanscrite que dans le terme Bouddha, la racine Bouddha pour s'éveiller. Un bodhisattva est un être qui est promis à l'éveil. Mais dans le bouddhisme du grand véhicule, et il faut rappeler que dans ces régions, c'est quand même essentiellement le bouddhisme Mahayana, du grand véhicule qu'on va avoir, le bodhisattva est aussi un être d'infinie compassion qui repousse son propre éveil indéfiniment pour se consacrer au salut de l'ensemble des êtres. Un bodhisattva comme Avalokiteshvara qui est dans l'histoire du bouddhisme, le grand bodhisattva par excellence, le grand compatissant, il est présent dans l'art du Gandhara, mais pas encore tellement. C'est un petit peu plus tard, en fait, qui va vraiment prendre toute son importance et devenir beaucoup plus présent. Ici, il s'agit d'un bodhisattva important qui est Maitreya, qui est le Bouddha de l'avenir, le prochain Bouddha historique. Alors c'est pas demain, hein, c'est dans un certain nombre de milliers d'années, que l'on reconnaît au vase globulaire qu'il a ici, qui est un de ses attributs caractéristiques. Au fil de l'évolution de l'iconographie de Maitreya, il y aura des éléments dans la coiffure également qui contribueront à son identification. Le bodhisattva est généralement représenté comme un personnage princier. Donc ça veut dire que au niveau vêtements, au niveau parure, au niveau accessoires, ça va pouvoir s'adapter selon les modes de l'époque, selon les modes de la région dans laquelle on va se trouver. Donc c'est ici par exemple qu'on va avoir des éléments dans la parure qui peuvent venir du monde hellénique, du monde iranien, ou encore comme ici ce qui a un petit aspect cordon brahmanique sur lequel sont accrochés des petits reliquaires du monde indien. Nous devons tous, et le musée Guimet particulièrement à cause de cette collection, avoir un travail sur la mémoire. C'est le rôle d'un musée, c'est le rôle d'un conservateur aussi, de faire passer aux générations futures le témoignage le plus riche possible, hein, pas seulement l'objet, mais également toute l'histoire qui est autour d'un objet, de le faire passer aux générations futures. Donc il faut se dire que les musées, ce sont, et il faut le rappeler, des lieux de partage, des conservatoires, et j'invite bien sûr le public français à venir, en fait, voir l'Afghanistan, ne pas l'oublier, et c'est ici qu'on peut le voir. Pour compléter cette découverte, voici quelques propositions de livres. Le Partage d'Orient de Sophie Macariou chez Stock, la présidente du musée Guimet, livre ici un ouvrage tissant ses souvenirs avec la grande histoire de son pays, Chypre, divisé entre Orient et Occident. L'art du Gandhara de Mario Busagli au livre de poche. Cet ouvrage décrit l'art très particulier qui s'est développé avec le bouddhisme, arrivé de Chine au 1er siècle de notre ère.
De Kaboul à Samarcande, les archéologues en Asie centrale chez Gallimard Découvertes. Un récit avec photos et documents sur les fouilles entreprises depuis 2 siècles dans une région au patrimoine immense. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur le replay de France TV. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine.